il a pris le pouvoir. Si on a le temps un peu. Bien sûr. Comment expliquer que Poutine a réussi à prendre le pouvoir en Russie? Je vous rappelle qu'il a été appelé par Eltsine en fin de mandat à la demande des oligarques. Je rappelle que les oligarques russes étaient majoritairement des qui, en fait, étaient là, servaient de prête-nom pour faire passer tout, comment dirais-je, la richesse russe nationale dans les mains d'intérêts privés à hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Avec la Banque européenne de développement à Londres qui était tenue par Attali, justement. Oui, bien sûr. C'était tous ces réseaux-là. Une fois de plus, en fait, cette s'est jetée pour la au moment où elle a vu qu'elle était en voie d'effondrement. Ces gens-là, hein, c'est l'histoire. Hein. Voilà. Donc à un moment donné, on est arrivé à une situation sous Eltsine, qui a eu 2 mandats, où pratiquement toute la richesse nationale russe, puisqu'on est passé d'une richesse d'État qui a été violemment et privatisée par des arnaques hein, que je vous expliquerai. On distribuait des actions à tous les Russes, puis après il y a des mecs qui venaient leur racheter, ceux qui avaient les moyens, ce qui fait qu'en quelques années, tout le capital russe est passé dans les mains étrangères. Alors le problème, c'est que ça a pu se passer en détruisant totalement l'État russe. Hein, c'est-à-dire l'État russe a produit comme premier effet la prise du pouvoir économique total sur la Russie d'une poignée d'oligarques. Hein. On ne va pas donner les noms, Khodorkovsky, machin, ceux qui se sont après barrés en Angleterre, etc. Ils sont majoritairement... Voilà. Mais le problème, c'est que cette dislocation totale de l'État russe a produit aussi une montée de gangstérisme énorme et de haut gangstérisme. Et à un moment donné, le problème des oligarques, c'est un peu l'histoire des mafias, une fois qu'ils ont achevé leur prédation, ils ont eu un problème, c'est de sécuriser leur prédation par rapport aux bandits, qui eux étaient des sanguinaires. Et là, ils ont eu besoin qu'on sécurise leur prédation. Et qui pouvait sécuriser leur prédation? L'appareil d'État. Ce qui restait de l'appareil d'État, c'est-à-dire le KGB et la police et l'armée. Oui, et ils se sont dit, il nous faut un type qui nous obéisse et qui empêche qu'on se fasse voler ce qu'on a volé par des prédateurs plus violents que nous, qui s'entretuent entre eux. Et c'est l'époque, effectivement, des oligarques et du haut banditisme russe, où les types s'assassinaient à tout va, et qui correspond au chaos maximum. Et à l'époque, d'ailleurs, où l'espérance de vie russe est tombée à 52 ans, la natalité s'est effondrée. Enfin, une catastrophe totale, hein. Il faut bien se rappeler des responsabilités, et Poutine le sait. Et là, Eltsine a dit, j'ai un petit colonel du KGB qui baisse toujours la tête et qui regarde ses godasses, et lui, si on le coopte, il va nous assurer notre sécurité et assurer la sécurité de nos prédations. Et Poutine a eu ce génie de se faire passer pour ce personnage-là. Ouais. Et donc, à un moment donné, les chéquiers lui ont donné les clés de l'armurerie. C'est toujours ce vrai dialogue entre le fusil et le chéquier. Et à un moment donné, le chéquier, terrorisé par le chaos qu'ils avaient créé et qui se retournait contre eux, on regarde l'histoire des révolution française, on a Napoléon qui arrive au pouvoir un peu pour les mêmes raisons. Parce qu'il faut sécuriser la prédation des prédateurs qui sont des escrocs mais qui n'ont pas de couilles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont même pas capables d'assurer leur propre sécurité. Voilà. Mais une fois qu'ils ont bien volé, il faut que quelqu'un assure leur sécurité. Et là, ils appellent quelqu'un qui peut le faire. Et comme ça a été Napoléon après la gabegie du Thermidorienne et l'époque de décadence qui correspond, comment ça s'appelle cette période où ils se sont amusés, le Directoire, qui est une période de partouze généralisée et qui amène Napoléon au pouvoir. Là, ils ont dit, Eltsine a dit, bon, je vais bientôt partir. J'ai Poutine, colonel du KGB, qui tient la police, etc. Et il faut pas oublier que beaucoup de militaires à l'époque qui étaient au chômage s'est transformé en gangsters. Hein. Ce qui peut arriver en France demain si l'État s'effondre. On peut avoir effectivement des gendarmes, des policiers et des militaires qui assurent les revenus qu'on leur donne plus en devenant des racketteurs organisés. Ça s'est passé en Yougoslavie, ça s'est passé... Donc, à un moment donné, les oligarques supplient que Eltsine leur propose une solution pour se sécuriser contre le banditisme. Et là, donc, Poutine arrive les yeux baissés et on lui file les clés de l'armurerie. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque les oligarques, rappelez-vous de ce moment merveilleux, et leur dit maintenant la donne va changer. Vous pouvez continuer à faire du business si c'est pas contre les intérêts de la Russie. Et là, le plus puissant des oligarques, qui est dans la main des Américains, qui est Khodorkovsky, lui dit en gros, mon petit merdeux, j'appelle les Américains, je te dégage. Mais le temps qu'il décroche son téléphone, Poutine le fait arrêter, tout simplement. Parce que lui, il contrôle le FSB. Et rappelez-vous, il dit au FSB, ça y est, on a pris le pouvoir. Et là, on voit que c'est un patriote. Et qu'au lieu de se contenter d'être le chef du département sécurité de la mafia, il décide effectivement de jouer sa chance
et de remettre les oligarques à leur place. Alors dans un premier temps, il dit je vous laisse faire ce que vous voulez, c'est-à-dire un capitalisme oligarchique, si vous n'êtes pas contre les intérêts de la Russie. Et comme Khodorkovsky est en train de faire passer le pétrole et le gaz russe sous contrôle américain direct, et qu'en plus Khodorkovsky le défie, il fait de Khodorkovsky un exemple, il l'envoie en Sibérie, et il dit aux autres, voilà, j'ai le pouvoir, vous avez peut-être l'échiquier, vous avez peut-être le soutien de l'Amérique qui est très très loin d'ici, moi je peux vous faire arrêter demain matin et vous envoyer en Sibérie, et en plus je vous remets 9 ans pour tripotage homosexuel dans les douches. Et Khodorkovsky, il lui fait coudre des moufles, vous voyez? Voilà. Et là, les autres, il y en a la moitié qui se soumettent, ceux d'ailleurs qui sont en général un peu plus patriotes, et les autres se barrent, comme vous le savez, en Angleterre, se mettent à pleurnicher, etc., achètent des clubs de football, etc. Donc et cette histoire, c'est l'histoire de Poutine. Donc il sait très bien, l'histoire de la Russie, il la connaît très bien, hein. Il sait quand Kukerman vient le voir pour le supplier de persécuter Soral, il sait très bien ce que représente et qui est Kukerman. Hein. Faut pas rêver, même s'il est dans le réalisme politique. Je sais pas ce qu'il fera d'ailleurs, hein. Il peut décider de me sacrifier ou pas, j'en sais rien. Mais il sait, hein, il a la culture, et il se rappelle ce que ces ont fait de son pays par 2 fois, hein, dans des périodes qui sont pas si reculées que ça. Hein. Voilà, donc c'est l'histoire de la prise de pouvoir de Poutine. Et après, la deuxième phase, parce que je continue à m'instruire, c'est qu'au départ, il a laissé les oligarques travailler, parce qu'il n'avait pas le choix, à condition qu'ils ne soient pas anti-russes. Donc il en a dégagé certains qui sont partis à l'ouest. Et les autres, petit à petit, d'après ce que j'ai compris, il les a remplacés par des potes à lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'oligarchie russe, c'est des prête-noms de la bande à Poutine. Alors on va dire que c'est une dictature, mais comme je le rappelle, le bien du peuple passe toujours par des despotes éclairés, et la plus mauvaise période pour le peuple, c'est la démocratie. Hein. Parce que la démocratie, c'est toujours le pouvoir de l'argent, et de l'argent hors sol. Hein. Donc c'est une certitude, quand on a une longue vision de l'histoire, on peut parler d'ailleurs de la période stalinienne heureuse. Voilà, donc Poutine a le pouvoir économique et militaire sur la Russie, donc c'est l'homme le plus puissant du monde, certainement, et c'est parce qu'il a et le pouvoir économique et le pouvoir... il a et le chéquier et le fusil, qui peut faire une politique. Alors que même Obama ne peut pas en faire. Hein. Obama, il décide ce que lui dit la réserve fédérale américaine, Netanyahou, etc., etc. Mais en même temps, effectivement, c'est fragile, comme pouvait être fragile De Gaulle ou Napoléon, parce que qu'est-ce que c'est que le poutinisme? C'est un homme, c'est sans doute des types qu'il essaye de former, mais il va sans doute rester au pouvoir encore quelques années. Mais qu'est-ce qui se passera après Poutine? C'est ça la vraie inquiétude des Russes aujourd'hui. Ouais. C'est pas Poutine, c'est qu'est-ce qu'on va devenir s'il y a plus Poutine et pas de remplaçant de Poutine. Rappelez-vous ce qui s'est passé après De Gaulle. Hein. C'est la chienlit, l'effondrement progressif jusqu'à aujourd'hui.